Bonjour Oscar, bienvenue dans Salut cette... Nicolas. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, oui. Bon, un peu, Pourvu des un temps peu plus formidables. tôt, un peu plus tôt que prévu, Oui, parce que en fait, on a certains invités et le prochain, Florian Philippot, qui a des impératifs, qui doit nous quitter tôt, donc il va commencer tôt. Donc on va l'admettre d'ici 30 minutes et je voulais avoir au moins 30 minutes avec toi. C'est le minimum syndical d'avoir 30 minutes avec Oscar Freisinger. Oscar, beaucoup de choses en cours, en particulier en Europe, et mhm. peut-être débuter tout de suite sur les élections en Allemagne. Alors bon, le résultat était attendu parce que les sondages, pour une fois, ils étaient assez corrects. On a la CDU, CSU, donc le CSU, c'est la branche de la CDU qui est de Bavière, qui a toujours été un peu à part, donc, mais ils ont toujours été alliés, les chrétiens sociaux et les chrétiens démocrates. Et ils ont fait 28,5, ce qui est leur deuxième résultat le plus mauvais. Donc, il n'y a qu'une seule fois, c'était il y a 4 ans, qu'ils avaient fait un résultat pire que celui-là. Ils ont quand même progressé de 4 et quelques pourcents, mais c'est quand même un des pires résultats de leur histoire. Les socialistes, ils sont à 16%, ils n'ont jamais été aussi bas depuis 100 quelques années, donc c'est vraiment la catastrophe nucléaire, c'est la descente totale. Les Verts sont descendus à 11%, ils ont aussi perdu dans les 4-5%. Il y a deux partis qui ont complètement disparu du Bundestag parce qu'il faut avoir il faut avoir 5%, c'est les libéraux et le Bündnis Sarah Wagenknecht. C'est une sorte de dépendance, si on veut, de la gauche, en fait. Elle était avec la gauche et puis elle a créé son propre mouvement. Et puis, alors, étonnamment, les communistes. Les communistes, eux, ils ont progressé. Donc, ils étaient pas au Bundestag, maintenant, ils sont en haut à presque 8%. Donc, les communistes ont fait un résultat assez remarquable en choisissant de faire une campagne très, très agressive et violente contre la droite, mais pas seulement l'AfD, mais aussi contre la CDU. Et il y a l'AfD, Alternative für Deutschland. Eux, ils sont à 20,8%, presque 21%. Donc, les représentants des plus sombres histoires de l'histoire allemande, ils sont à 21%. Ça montre que le pays se décomplexe gentiment parce que finalement, c'est vrai que ouais, bon, c'est vrai que ce qui s'est passé, mais c'est pas des générations et des générations encore qui doivent mettre de la cendre sur la tête et ne pas éviter de respirer tellement ils sont écrasés par la culpabilité. Donc, Éternellement, ça doit être éternel. C'est une ouais, peine éternelle. Ça ouais, s'appelle l'enfer créé sur Terre. Voilà. c'est pour les La- tenir à carreau, c'est ça. Mais alors maintenant, ben oui, on en arrive aux coalitions. Alors, ils ont eu de la chance, là, Merz a eu un peu de chance, c'est que si Sarah Wagenknecht passait, elle aurait eu 35 députés. Étant donné qu'il n'a pas passé, les députés sont distribués sur les autres partis, ce qui lui permet de faire une coalition avec un seul parti, c'est-à-dire avec les Rouges. Mais vous avez quoi? Une coalition des losers. Donc vous Oui, avez oui. le parti qui a fait le pire score de son existence, qui a dévissé de 8 ou 9%, l'autre parti qui fait le deuxième pire résultat, qui se mettent ensemble, puis le grand vainqueur qui a plus que doublé sa représentation, donc l'AfD, évidemment, il y a cette fameuse cette Brandmauer, ça s'appelle, c'est le pare-feu contre la droite. Le bon Merz, bon, moi, j'y crois pas un instant, ce bonhomme, il n'a pas de caractère, il n'a pas de colonne vertébrale, c'est une sorte de mollusque, il fait semblant d'être dur vers l'extérieur et à l'intérieur, c'est complètement mou, donc ça va rien changer. Alors, il l'a montré pendant la campagne et tout ça. Il avait un programme, ouais, qui eût été pour 85% compatible avec l'AfD. Le programme, on est bien d'accord. Il a un programme qui est pour 20% compatible avec les Rouges. Alors, je me demande comment, avec une alliance qu'avec les rouges, parce qu'il n'a pas besoin donc de faire avec rouge et vert, ce qui était la disgrâce absolue, donc parce qu'on reprend les mêmes et on recommence à faire les mêmes conneries, donc ce qui a amené l'Allemagne au bord du gouffre ces 4 dernières années. Et donc là, il fait qu'avec les rouges, mais ils sont tellement pas compatibles. Et la preuve, c'est qu'ils ont quand même pas commencé à discuter, qu'il a fait une petite demande parce qu'il trouvait que finalement, c'était une bonne idée ce que faisait Trump d'analyser le financement des NGOs, des ONG, d'accord. Le N non gouvernemental, c'est plutôt des OG. Hein, c'est des organisations gouvernementales, parce qu'on s'est aperçu qu'ils sont payés par les gouvernements pour surtout s'attaquer à leurs adversaires politiques. Donc, il a analysé combien ils sont payés, pourquoi,
qu'est-ce qu'ils font et combien d'argent ils reçoivent pour faire cela. Ben, je trouve assez normal de ce que fait Trump finalement, de vouloir savoir où part l'argent du contribuable. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de milliards qui partaient n'importe où, n'importe comment. Alors là, les Rouges, ça a été une hurlée, déjà maintenant, ça hurle, et ils disent non, non, pas question, et ils menacent chaque fois, évidemment, de ne pas faire la coalition avec la CDU. Donc, ils ont le couteau par le manche, parce que sans eux, la CDU ne peut rien faire, parce que les Verts, ça ne suffit pas. Avec les communistes, ils ne peuvent pas. Avec la droite, ils se sont eux-mêmes privés. Mais ce pays est ingouvernable. Alors voilà. Une coalition se fait, elle ne va pas durer longtemps. Donc, c'est vraiment catastrophique. Alors, ils ont gueulé. Pourquoi? Parce que, pourquoi Merz s'intéresse aux ONG? Parce que lui, dès le moment où il avait un certain temps essayé de faire une politique timide contre l'immigration de masse, et que l'AfD avait voté avec lui, il était devenu un nazi comme les autres, parce que tout ce qui est quelque part à droite, la gauche est national-socialiste. C'est clair, il n'y a pas de droite autre que des nazis. En Allemagne, c'est clair. Vous êtes nazi si vous n'êtes pas socialiste ou communiste. Et puis si vous êtes communiste, bon là, ça va mieux parce qu'ils ont les antifas pour se défendre. Alors, il s'est fait attaquer par les ONG aussi, qui sont toujours le bras prolongé de ces mouvements-là. Et donc, c'est pour cette raison qu'il aimerait juste voir qu'est-ce que c'est que ces ONG, puis qu'ils dépensent d'argent, des hurlés, etc., etc. Donc, la situation est complètement bouchée. S'ils font une coalition, ce sera une coalition extrêmement faible. D'ailleurs, ils ont une majorité que de 13 sièges au Bundestag, ce qui est très, très faible, parce qu'il y a dans les 700 députés. Donc, 13 sièges, c'est très, très ténu. C'est pas avec ça qu'on va très très loin. Et puis surtout qu'au niveau des programmes, c'est complètement incompatible. Vous avez les chrétiens conservateurs avec les rouges. Je ne vois pas comment ils pourront s'entendre. Ça a toujours été finalement des opposants. Il y a eu par contre des grandes coalitions de ce type-là, mais elles ont toutes été co-responsables de la lente descente aux enfers de l'Allemagne. Donc la situation, elle est complètement bloquée. Il pourrait y avoir une chose, c'est que la CSU, il y a un chef là-dedans qui s'appelle Söder, qui, lui, ne trouverait pas absurde de collaborer avec Alice Weidel de l'AfD, en se disant, mais enfin, c'est quand même ce que le peuple a voulu, l'AfD grand vainqueur, deuxième dans les scores, deuxième derrière nous, à 6% seulement, et on a un programme qui est quand même largement compatible, donc si on veut vraiment sortir l'Allemagne de l'ornière, si vraiment le bien du pays compte pour nous, et puis avec une majorité alors de 55%, donc une majorité confortable, on pourrait gouverner avec eux. Il y a Merz qui, lui, ne veut pas. Il parle déjà d'envoyer des missiles Taurus en Russie, de dépenser 200 milliards pour le réarmement, etc. Donc, vous avez là vraiment un gars qui continue aussi son discours belliciste par rapport à la Russie et ce soutien inconditionnel à l'Ukraine et la continuation des sanctions qui ont fait tant de tort à l'Allemagne, etc., etc. Donc, il est en train d'ailleurs, il a été très critique envers Trump, ce qui est surtout la bonne chose à faire dans cette situation-là. Donc, on est déjà dans la mouise, il faut encore s'enfoncer plus, ça c'est garanti. Donc, ce Söder, il pourrait faire une révolution de palais à l'intérieur de la CDU. C'est ce que j'entends dans certains milieux, ce que je vois passer. Que celui-là se dirait à un certain moment, bon, je laisse aller le gars dans le mur et à un moment donné, je prends les manettes et puis on fait cette grande coalition. Mais ça, c'est une hypothèse. Donc, pour le moment, ça semble s'acheminer vers une coalition des losers voilà, pour l'Allemagne. Je dirais, il n'y a pas tellement grand-chose à dire, sauf à dire que le voisin autrichien montre déjà la voie. Ils n'ont pas réussi à faire cette alliance avec l'intervention des Allemands. Il faut bien voir que les Allemands sont intervenus lorsque le EVP et le FPE en Autriche, la droite et les conservateurs ont essayé de former une coalition. Ils sont intervenus. Au début, le VP était assez ouverte et à un certain moment, ils ont posé des conditions qui étaient inacceptables pour le FPE qui était en fait grand vainqueur. Et ils leur ont dit, mais c'est simple, vous faites une coalition et la deuxième fois, vous essayez de vous arranger parce que la première fois, ça n'avait pas joué. Une coalition à 3 partis, il doit faire à 3, ils n'ont pas assez à 2. Et ces coalitions, elles échouent lamentablement toujours. En tout cas, dans les faits, elles mènent le pays à la ruine. Et donc, ils ont tout à coup posé de telles conditions que le FPE a stoppé les négociations parce qu'eux sont des purs. Kickel, il faut lui reconnaître une honnêteté intellectuelle que les autres n'ont pas. Il a dit non, moi, sous ces conditions-là,
ça me sert à rien de faire une coalition puis d'aller au gouvernement parce que je suis coincé dans des points essentiels comme l'immigration, comme les contrôles fiscaux, etc. Je suis complètement coincé. Donc, je ne peux pas honorer mes promesses électorales auprès du public. Or, moi, quand je fais des promesses électorales, je pense honnêtement les réaliser. Je suis un peu le petit Trump ici, autrichien, quoi. Et donc, si cette coalition vient à voir le jour, je ne pourrais pas. Donc, ok, tant pis, je peux pas. Il faut des nouvelles élections. Oh non, non, on ne fait pas des nouvelles élections parce que il passerait de 29 à 35% le FPE. Ça s'embête tout le monde. Et puis, le VP baisserait encore. Donc, il faut maintenant à tout prix une alliance entre les néos, les socialistes et le EVP. Bon, c'est en train de foirer lamentablement parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, c'est de nouveau, ça discute. Ça fait maintenant bientôt 170, je crois, 170 jours ou 180 jours que l'Autriche n'a pas de gouvernement, puis ça continue à discuter. Parce on a l'impression, Oscar, que tous ces régimes sont au bout du rouleau, que le coup de grâce pourrait être porté, que l'issue, pour eux, semble être de plus en plus, c'est ce qui m'inquiète, j'en parlerai ce midi, la guerre. C'est la seule solution. Et ce qui se passe en Roumanie n'est pas sans inquiéter. Oui, alors en Roumanie, bon, ils ont... Alors là, j'ai eu dans la nuit un message mais je ne suis pas sûr de la source, donc je suis obligé là d'être prudent. Mais ils ont arrêté hier Georgescu, sous des arguments fallacieux juridiques, évidemment, pour l'empêcher de déposer sa candidature. Mais il semblerait qu'ils aient dû le relâcher sous la pression populaire, parce que ça a fait un rassemblement énorme de populaces devant le palais de justice. Et j'ai vu, c'était vraiment une émission de la télévision roumaine, mais c'était écrit en roumain, alors c'est un peu difficile pour moi à comprendre, et où il sortait effectivement du palais, et puis il était accueilli par la foule. Donc, je suis prudent, je ne suis pas certain de l'information, mais ça semblait pas être du caï, ça semblait être vraiment l'émission de la télévision. Mais bon, si c'est le cas, on voit que alors à ce moment-là, là, les peuples se réveillent. Ça, ce serait quand même un symbole fort, parce qu'on sait très très bien que c'est sous la pression de Bruxelles qu'il a été arrêté. Mais je pense que c'est pas seulement la pression populaire, mais peut-être une certaine pression américaine qui l'a fait ressortir, parce qu'on sait très très bien ce que pense J.D. Vance de la soi-disant démocratie en Europe. Donc, il est fort possible que dans les coulisses, il y ait quelque chose de ce type-là qui se joue. Bon, mais je vous dis, là, je suis encore dans l'expectative, je ne suis pas encore certain de tout ça. Je crois qu'il a surtout été assigné à résidence, il n'a pas le droit de s'exprimer. Ils l'ont certes pas jeté en prison, mais ils l'ont humilié quant à son arrestation au moment où il voulait déposer sa candidature. Et donc, il est en effet accusé et mis en examen, d'ailleurs, inculpé. Je crois que c'est l'expression qui a encore cours en Roumanie, justement, sur des questions de financement. Bien sûr, ils vont aller chercher d'éventuels financements russes. Mais et il a répondu, il a tenu un discours en effet très dur et très juste. Ils ont créé un martyr, c'est tout. Ce type, il sera président. Je me souviens qu'un Lula au Brésil, alors que lui avait réellement quelque chose à... Parce que quand on l'a libéré, c'était pas sur le fond, c'était sur la forme. Il avait réellement trafiqué les comptes et tout. Hein. Donc lui, il était réellement coupable. Ben, il a fini président du Brésil. Et donc après, c'est des questions de pouvoir. Et là, maintenant, ils sont en train de se mettre le peuple entier contre eux. C'est clair, dans les sondages, c'était sûr que Georgescu allait gagner, c'est clair. Et là, il va gagner encore plus parce que ça, les Roumains, ils ne supportent pas. Ça, j'ai un ami là-bas qui est bien placé dans l'entourage même de ce monsieur et qui me dit non, mais ça va être la révolution, c'est tout simple. Ça va faire comme sous Georgescu, sous Ceausescu. Et ça va être à peu près la même chose. Il y a eu la fameuse, un Français à Washington. Alors lui, il a été humilié. Lui, il a été réduit à sa taille naturelle, celle du nain, par un géant qui ne l'a pas accueilli sur le parvis de la porte, etc., etc. Et où on voit que après ils ont essayé de mettre un peu de vernis sur leur désaccord, mais en fait, ce que lui et Starmer qui va suivre, hein, parce qu'il y a encore Starmer qui va se déplacer, et Zelensky. Alors c'est le défilé maintenant. C'est le défilé des cloportes. Et on veut essayer de convaincre Trump de la chose suivante, c'est-à-dire qu'il
qu'il fasse un cessez-le-feu et puis, quelque part, qu'il donne son accord pour qu'il y ait une force de maintien de la paix de 30 000 hommes entre les Français et les Britanniques, parce que puis si d'autres pays plus s'y entendent, mais il y aura ça ne prend pas grand monde qui va y aller, et que on essaye de se glisser là-dedans pour continuer à contraindre les Américains d'être présents sur le territoire européen, parce que les Européens sont en train de constater que les Américains n'ont plus tellement d'intérêt à avoir 200 000 soldats à financer sur sol européen, quand on voit comment les Européens, ils continuent maintenant leur discours belliciste, ils continuent avec les sanctions et tout ça. Alors, leur intention, c'est ça, c'est surtout pas que les Américains y partent. Zelensky, lui, il va signer l'accord sur les terres rares, mais il va balader les Américains le plus longtemps possible, et il a eu un téléphone de Boris Johnson qui lui a dit, c'est égal, signe. Puis ensuite, c'est quelque part le 50% des terres rares appartiennent aux Américains, ils seront obligés de te donner des garanties sécuritaires. Rigole, il ne connaît pas Trump. Je pense qu'il vraiment, alors il y a une ignorance complète de comment fonctionne Trump. Ça ne va pas du tout fonctionner. Mais Zelensky va jouer ce jeu-là. Par contre, si j'étais Trump, j'observerais comment les Ukrainiens ont négocié à Istanbul avec les Russes au début de l'intervention russe en Ukraine. Et comment ils ont baladé les Russes. Et ils ont roulé dans la farine, hein, parce qu'ils avaient signé l'accord. Les Russes avaient demandé à l'Occident s'ils étaient d'accord avec ça. Ils étaient d'accord. Il a retiré, en signe de bonne volonté, il a retiré ses troupes de devant Kiev. Et à ce moment-là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Non, c'était juste un accord éventuel, mais il y avait tellement encore de choses à réaliser. Tout à coup, ça n'avait plus de valeur. Et ça va être exactement la même chose que Zelensky a l'intention de faire ici. Maintenant, quelle est l'intention de Trump là-dedans? Alors, Trump, lui, pour moi, c'est évident. C'est simple. Il va faire tout son possible. Et à un certain moment, il va dire, bon, c'est les Européens qui prennent le relais, parce que mais il le dit déjà d'ailleurs, c'est aux Européens de s'occuper de ça, c'est devant leurs portes, c'est eux qui se sentent menacés. Et puis lui, il va s'arranger avec les Russes à un niveau beaucoup plus élevé. Il faut bien savoir que quand il les a rencontrés à Riyad, et il va les rencontrer, je crois, demain à Istanbul, ils n'ont pas discuté, pour ainsi dire, pas discuté de l'Ukraine. Ils ont discuté de tous les autres éléments où ils pouvaient trouver des arrangements, ils pouvaient collaborer, et en contrepartie, si la collaboration s'avère positive au niveau macroéconomique, eh bien les Américains laisseraient tomber les sanctions. Alors imaginez voir les Européens avec leurs sanctionnettes dès le moment où les Américains ne jouent plus là-dedans. Non, mais c'est fini, c'est mort, c'est enterré, vous oubliez. Alors, vous pouvez faire les sanctions que vous voulez. Si vous au lieu de tirer une balle dans le pied, vous irez 2 balles dans le pied. C'est surtout ça, oui. Et les Russes et les Américains, par-dessus la tête des Européens, s'enrichissent, superbes, fantastiques, qui vont s'entendre comme larrons en foire, et les Européens sont laissés pour compte. Donc, mais on a une telle bande d'ignards, d'incompétents à la tête des pays européens, c'est que c'est vraiment quand même affligeant. Bon, mis à part, effectivement, il faut reconnaître qu'il y a quand même, heureusement, Orban et Fico, mais sinon, les autres, c'est vraiment, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc, c'est une catastrophe ce qui est en train de se... C'est une fuite en avant. Ouais. On a l'impression d'une fuite en avant. Ils sont prêts à mutualiser une dette, les menaces existentielles se multiplient, c'est le réchauffement climatique de nature anthropique, c'est l'horrible, c'est l'ogre russe, et il faudrait, on roule à tombeau ouvert vers le précipice, et ça s'accélère. Ça s'accélère, bon, ça va faire des changements fondamentaux, parce que je pense que l'Union européenne, à ce moment-là, il y en a maintenant qui tentent de renforcer l'Union européenne, mais c'est comme si, je ne sais pas moi... vous vouliez mettre des sparadraps sur le Titanic après l'iceberg, quoi. Donc ça sert à rien. Et c'est ça le problème, parce d'ailleurs le symbole de cela, le symbole de cette situation insoutenable, oui, c'est ce qui s'est passé à l'ONU, où vous avez une résolution des Américains qui a été amendée par les Européens, où on a mis que les Russes étaient le coupable, et puis qu'il fallait que l'Ukraine retrouve son intégrité territoriale. Donc ça, ils ont réussi à le faire passer l'Assemblée générale, 95 voix pour, mais bon, il y a presque 200 pays, donc on voit la proportion. Puis après, il y en a beaucoup qui sont abstenus, beaucoup qui ont voté contre, mais enfin, 95 pays ont voté pour. Bien. Eh bien, les Américains, ils viennent avec la même résolution, mais d'origine, sans les amendements européens. Sans les amendements européens, attention, tenez-vous bien, au Conseil de sécurité, où les Britanniques et les Français ont un droit de veto. Et les Britanniques et les Français et leurs alliés, les 5 pays, se sont abstenus.
Et les Russes, les Chinois et les Américains ont voté ensemble. Et ils ont passé cette résolution qui ne définit plus la culpabilité de la Russie, et puis qui dit que les fautes sont partagées, et puis qui ne demande pas le rétablissement des frontières originales de l'Ukraine. Vous imaginez ce que ça signifie, juste le côté symbolique de la chose, ça décrit exactement les nouveaux rapports de force, ça donne une idée du monde vers lequel nous allons. Donc c'est résumé dans cet acte-là. Donc c'est pour ça pour moi, il est très très important. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.